Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être quelque peu technique, mais qui, je pense, va en intéresser plus d'un ou plus d'une. En l'occurrence, cette vidéo a pour objectif d'expliquer et de montrer comment on peut faire en sorte qu'un PC puisse arrêter de communiquer avec ce qu'on appelle le client net traffic, donc en fait avec l'internet non chiffré, mais que les seules informations qu'on souhaite envoyer du coup et faire passer sur internet ne passe obligatoirement que par un réseau sécurisé, comme c'est le cas de Tor avec un routage en oignon. Alors pour ça, c'est très simple, on va disposer de Tor, on pourra derrière avoir une configuration avec Electrum le Bitcoin et Bitcoin Core classique, de telle manière à pouvoir du coup connecter son node Bitcoin et son portefeuille Bitcoin. Mais vraiment, sur ce point de vue-là, je ne vais pas vraiment en parler aujourd'hui. Je vous invite à vous référer du coup avec la vidéo tutoriel que j'avais postée il y a quelques semaines, justement, qui visait à présenter comment lier son nœud Bitcoin avec son portefeuille Electrum en passant par l'intermédiaire qui est l'Electrum Personal Server, le PS. Donc là-dessus, il y a tout un descriptif bien précis de ce qu'il en était. Moi, du coup, je vais prendre les différentes étapes qu'il faut suivre. Alors, la première étape, c'est que lorsque vous souhaitez, par exemple, avoir un nouveau PC, on sait que ce PC dispose de différentes informations qui vont du coup être liées à ce dernier. Par exemple, il y a un numéro de série qu'on peut retrouver sur ce PC, de la même manière que sa carte réseau, sa carte Ethernet, etc., possèdent ce que l'on appelle des adresses physiques. Alors, ces adresses physiques, concrètement, c'est des adresses qui peuvent extrêmement difficilement pouvoir être leakées sur Internet. Il existe toutefois des hacks qui mènent à les leaker, et donc par conséquent, de ce point de vue-là, on est plutôt tranquille, puisque ça risque de très certainement de ne pas arriver. Mais par contre, il y a un point qui est vraiment très important, c'est qu'un ordinateur est sur Internet, sur un réseau, répertorié par ce que l'on appelle son adresse IP. Typiquement, si je décide d'aller sur Wireshark, qui est un utilitaire qui permet de pouvoir directement observer l'ensemble des flux qui passent sur Ethernet, eh bien on va avoir accès du coup à un certain nombre de flux qui vont transiter autour du réseau, et dans ces différents flux, il va parfois y avoir des flux qui vont directement être liés à notre adresse IP, en local ou pas en local. Si par exemple je me connecte à Tor, vous allez voir qu'on va avoir une succession ici d'informations qui vont arriver, et qui sont associés entre ici une adresse IP 217.182.196.71, qui est une adresse IP externe dont on parlera plus tard, et ici une adresse en 492.168, qui est une adresse IP qui, cette fois-ci, de son côté, est une adresse IP locale et qui correspond à celle de mon ordinateur à proprement parler. Donc on parlera de ça un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va laisser ça de côté, on va fermer Tor. Et donc du coup, notre objectif, c'est quoi? C'est vraiment de faire en sorte que notre PC ne communique avec Internet uniquement en passant par Tor directement, avec des communications qui sont chiffrées. Alors déjà, la première chose, ça va être, vous de votre côté, donc je l'ai mis en anglais, après en français ce sera la même chose, vraiment de faire tous les paramètres, de tous les paramètres les uns après les autres, et de supprimer absolument, enfin de désactiver toutes les autorisations préalablement, entre guillemets, installées de Windows. Ça peut être sur des applications, ça peut être sur les cartes, ça peut être la localisation, ça peut être associé au microphone, aux caméras, etc., etc. Alors là, ma caméra et mes microphones sont on spécifiquement du coup pour cette vidéo, et puisque, enfin bref, spécifiquement pour cette vidéo, on va dire. Pareil sur les updates de sécurité. Donc vraiment, vous de votre côté, essayez d'y faire très attention. La première étape que je dirais, avant de connecter l'ordinateur à Internet, c'est vraiment ça. C'est tout simplement de gérer tous ces paramètres, tous ces settings, pour que, eh bien, en fait, il ne puisse pas y avoir de paramètres, je dirais, en trop, on va dire, superflus, ou qui puissent casser un petit peu notre privacy, celle qu'on cherche. Ensuite, une fois que c'est fait, une deuxième chose qui va être très importante, ça va être de gérer notre antivirus. Si je vais un petit peu plus loin dans les paramètres, mais typiquement ici sur ce Kaspersky, on peut modifier du coup différentes informations. Pour ma part, j'ai désactivé le pare-feu et désactivé le Kaspersky Security Network, puisque ça envoie des données à des serveurs du coup qui sont distants, et c'est quelque chose que je ne souhaite
pas. Donc j'ai quand même un contrôle de mon antivirus qui se fait en fait tout simplement offline, c'est-à-dire que si là actuellement mon PC est offline, si je branche une clé USB, mon Kaspersky fonctionne quand même. Mais du coup il ne va pas communiquer pardon, avec l'extérieur pour derrière pouvoir vérifier le passage d'informations par des ports, communiquer avec des serveurs distants ou ça pourrait leak du coup des informations particulières, etc., etc. Donc ça c'est un petit peu technique. Là-dessus, je ne vais pas trop expliquer en détail ce qu'il en est, mais de toute façon, je vous montrerai tout à l'heure par Wireshark comment on peut faire pour justement regarder quelles sont les informations qui passent au travers de notre connexion Internet, et derrière savoir lesquelles sont cryptées, lesquelles sont pas cryptées, lesquelles passent par Tor, lesquelles ne passent pas par Tor. Donc je vais fermer ça. On a donc d'une part notre antivirus qui du coup est correct, qui est bien configuré, qui du coup n'envoie pas d'informations sur le réseau. Et d'ailleurs, au niveau des mises à jour, vous voyez qu'ici les mises à jour ne sont que manuelles. Ce n'est pas des mises à jour qui peuvent s'exécuter comme elles le souhaitent. J'ai fait la même chose avec directement Windows. Et puis, du coup, j'ai téléchargé différents logiciels, Tor, Wireshark, et c'est les deux qu'on va véritablement utiliser. Alors, quelque chose de très important, ici, en fait, en réalité, mon câble Ethernet est bien branché à mon ordinateur. Et pourtant, vous observez que sur le réseau, vous voyez qu'il est trouvé ce réseau, il est écrit qu'il n'y a pas d'internet. En fait, il y a une raison à ça, c'est que si on va de manière un peu plus technique, on va commencer à rentrer dans les détails et ça va commencer à être intéressant. Si on décide maintenant d'aller chercher le firewall, donc le firewall c'est tout simplement le pare-feu de notre ordinateur. Voilà, le chercher comme voici. On a du coup, alors en français c'est par-feu, par-feu, on a ici une fenêtre ancienne de Windows 7 avec les paramètres avancés de notre pare-feu. Et là, il y a une première chose qui va être très importante, c'est ici on va clic droit, on va aller dans les propriétés, et on va donc laisser le firewall state, donc du coup le statut du firewall en on sur le domain profile, mais par contre on va bloquer toutes les connexions en inbound, donc toutes les connexions entrantes, et on va également bloquer toutes les connexions sortantes. On va faire ça pour le profil domain, on va le faire ça pour le profil private, donc privé, et pour le profil public. Hop, ok, une fois que c'est bon, on va appliquer. Très bien. Donc évidemment, on a appliqué ça à quoi? À notre profil du coup qui est ici en Ethernet. Très bien, c'est validé. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'à la base, on va cliquer sur Inbound Rules, donc c'est les règles entrantes. Et en fait, à la base, vous, de votre côté, vous devez avoir un truc qui doit ressembler un petit peu à ça, avec énormément de règles associées à votre firewall Windows, donc Windows Defender, qui sont validées. Nous, ce qu'on va souhaiter faire, c'est qu'on va souhaiter absolument tout retirer en inbound. Donc je vais cliquer sur une des règles, par exemple celle-là. Je vais faire CTRL A pour tout sélectionner. Je vais faire clic droit et du coup je vais désactiver toutes les règles. Très bien. Et donc ça signifie qu'en fait toutes ces règles-là ne vont plus fonctionner. Ok. Maintenant, c'est super. Donc en fait, l'objectif est de supprimer toutes les règles qui existent déjà pour empêcher en fait les applications de pouvoir derrière en fait envoyer comme elles le souhaitent des données du coup sur Internet via notre connexion, sans même qu'elles passent par Tor ou qu'elles soient sécurisées. Et je vais créer une nouvelle règle. Alors du coup, new rule. Ici, du coup, je vais créer une règle pour une règle custom pour tous les programmes, pour tous les ports, donc pour tous les protocoles, y compris TCP, IPv6, etc. Et derrière pour toutes les IP actuelles, et je vais décider de bloquer la connexion. Je vais le sélectionner pour ces trois types-là, et du coup je vais l'appeler block all. Et donc du coup, qu'est-ce que va permettre de faire cette règle? On va voir ici, on a le block all. Hop, ici, moi j'en avais créé une en amont qui était là, c'était la même. En fait, elle permet tout simplement à tous les programmes et pour tous les ports d'empêcher des connexions entrantes sur le PC. Super. Je n'ai donc en inbound que mon block all. Tout le reste n'est pas validé. Vous voyez, de toute façon, si quelque chose est validé, vous voyez le petit truc vert. Ici, rien n'est validé. Super. Maintenant, passons sur les outbound rules. Donc là, c'est les connexions qui sont sortantes. Vous voyez qu'ici, il y a quasiment rien. Il n'y en a qu'une seule, en fait, qui est sortante. En réalité, vous, de votre côté, vous allez avoir de la même manière que sur les inbound rules au départ, vous allez avoir plein de connexions, pardon, plein de règles qui vont initialement être validées. Comme c'est le cas là maintenant tout de suite. Pourquoi? Parce que du coup, Google Chrome et plein d'autres utilisent toutes ces règles-là, et donc du coup, par conséquent, il y a plein de choses qui sont déjà validées. Moi, de même manière, on va sélectionner une de ces règles, CTRL A, et on va désactiver toutes ces règles de telle manière à ce qu'il n'y ait plus rien qui passe au travers du coup directement
en fait, de ma connexion internet. Très bien. Donc là, on voit bien que quand on a dans l'inbound, on a bloqué tout, et que dans l'outbound, bah, du coup, il n'y a rien qui est validé, on voit bien qu'ici, de notre côté, on n'a pas d'internet. Si par contre, je décidais, bon là, c'est un petit peu technique, mais à la limite, je le montre, de filtrer, et puis c'est pour ça que je l'ai mis en anglais, c'est parce que je le trouve plus facilement, de chercher le core networking, et que le core networking ici, je viens à valider toutes ces règles, sans dans l'inbound avoir un block all, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, on aura accès à Internet. C'est quelque chose qui va apparaître d'ici une quinzaine de secondes. Moi, je vais décider de revenir là où j'en étais. Je vais resélectionner ici mes core networking. Nous, on veut qu'absolument tout soit désélectionné. Donc, je vais tout de suite, sans même réfléchir, je vais tout de suite les remettre et les supprimer. Enfin, pas les supprimer, mais les désactiver. Ce qui fait que là, on n'a absolument rien. Alors, le problème, c'est qu'actuellement, certes, notre ordinateur ne reçoit pas de connexion entrante, mais du coup, il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort. Si par exemple, je décide d'utiliser Wireshark, ici, j'arrête la capture, je décide d'en lancer une nouvelle, sans enregistrer. Vous voyez que là, on a des informations qui sont envoyées un peu à gauche, à droite. Bon, super. Sauf que, bah, du coup, il n'y a pas d'internet là actuellement. Il se passe rien. Il se passe rien. On a des informations ici, c'est l'adresse IP de mon sous-réseau qui demande à une adresse IP, alors entre guillemets locale pour simplifier, un masque de sous-réseau qui en gros prend des informations, mais tout ça c'est ce qui se passe sur mon réseau local sans qu'il y ait rien de spécial là-dessus. Ok. Donc du coup il n'y a pas de connexion internet. Bah, moi du coup je vais vouloir faire en sorte qu'il y ait cette connexion internet, parce que si là maintenant tout de suite je lance Tor, hop, ce qui se passe c'est que en fait ça se connecte pas et il se passe rien. Il se passe rien, et pourtant, si je vais dans les settings, tout est bien configuré. Enfin, si je descends, oui, c'est vrai que dans la configuration avancée, j'ai décidé dans les settings de dire que cet ordinateur, du coup, ne passe que par le port 443, et je vais en parler dans 2 petites secondes, mais en réalité, ça ne se connecte pas. Ça veut dire qu'il va falloir ouvrir, en gros, le port sécurisé qui va permettre d'envoyer nos données par le biais de Tor, directement au réseau et donc à Internet. Pour ça, la première chose, c'est, comme je l'ai montré juste avant, dans Tor, donc on va ici dans les settings, et on va aller dans connexion. Bon, évidemment, vous avez fait vos petites modifications ici dans les paramètres et tout. Dans connexion, on va descendre, et dans avancer, on va cliquer sur cette petite partie-là, et on va autoriser uniquement Tor de passer par le Tor 443, qui est un port qui est extrêmement, enfin qui est le port le plus sécurisé qui existe. Et donc du coup, on va valider. Très bien. Alors je vais laisser ça de ce côté. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que si je clique dessus, bon, on voit que Tor Network, on n'est pas connecté. Si je clique sur le test d'internet, il va me dire qu'on n'est pas connecté non plus, hein, comme on le voit ici tout en bas. Bon, bah en même temps, c'est normal. Pour l'instant, il n'y a rien qui a été validé. Et on voit que les seules informations qui passent ici sont des informations qui sont associées à mon réseau local, donc en fait à ma box, et du coup à mon ordinateur. En gros, c'est juste pour, au niveau du réseau local, savoir quelles sont les adresses IP, comment se répartissent les tâches et tout. Donc, nous de notre côté, la seule chose qu'on doit faire, c'est autoriser les transactions sortantes. Donc quand je dis transactions sortantes, c'est les outbounds. Et donc du coup, on va autoriser cela à sortir de notre réseau par un port bien précis qui est sécurisé, qui passe par Tor. C'est le port 443. Pour ça, on va créer une nouvelle règle. Donc vous voyez que dans le outbound rules, il n'y a pas de block all. Et du coup, je vais ouvrir en fait une connexion possible pour un port. Je vais mettre le port TCP. Et ce port-là, c'est uniquement le port 443, qui est le seul à être parfaitement sécurisé. Il y a le port 80 aussi, mais c'est pour autre chose. Le port 443, c'est par exemple celui qui est utilisé, je crois, pour les transactions bancaires. Donc c'est un port qui est extrêmement sécurisé. Je vais cliquer sur suivant, et je vais décider non pas de bloquer, mais d'accepter toutes les transactions pour ces 3 domaines, et je vais l'appeler Tor 443. Je vais l'appeler vidéo parce que j'en ai déjà un qui s'appelle Tor 443. Je valide, très bien. Et en fait, en validant cela, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais relancer Tor, j'ai rien fait. Et puis en fait, vous voyez que là, Tor vient de se lancer automatiquement alors qu'à la base, il n'était pas connecté. Je vais vous montrer de nouveau en le mettant sur le côté. Hop, je vais décider de disable la règle. Hop, Tor est à droite. Je décide de relancer un nouveau truc sur Tor. Bon, ok, il a planté cela. Très bien. Je vais lancer test. Ça va pas trouver. Alors qu'il y a 2 secondes, il l'avait. Je vais fermer Tor. Je vais le relancer de nouveau. Hop, je vais demander de se connecter. Vous observez que la règle à gauche, Tor 443 vide, du coup, n'est pas
accepter, et ben du coup il ne se connecte pas. Au contraire, si je viens permettre la règle, et bien du coup Tor se lance directement. Et si je fais une recherche, et bien maintenant il n'y a pas de problème, et du coup la recherche est effectuée, elle est effectuée par Tor, et elle passe par Tor. Donc en fait ici on vient finalement de fermer toutes les connexions entrantes, donc celles en inbound. On vient d'accepter uniquement les connexions sur le port 443, qui est celui par lequel passe Tor, et donc toutes les connexions qui vont passer par ce port vont être sécurisées d'une part, de par la définition de ce port 443, et en plus de ça, bah, les seules, ce seront du coup les connexions qui sont associées à Tor. Il n'y en aura pas d'autres de Kaspersky, donc de l'antivirus, puisque du coup on a fait en sorte qu'il ne communique pas avec le réseau, qu'il soit entre guillemets qu'en local. Bon, maintenant que ça c'est fait, là sur Windows Defender, il n'y a plus rien à faire. Je vais pouvoir le fermer. Mais du coup, on va pouvoir s'intéresser un petit peu plus en détail à ce qui se passe actuellement sur notre réseau. Vraiment pour savoir ce qu'il en est. Donc je vais fermer tout ça et je vais décider hop, de trier un petit peu toutes ces connexions, parce que l'objectif c'est aussi de savoir ce qui s'est passé. Alors on voit qu'on a beaucoup d'informations. Déjà on va regarder l'adresse IP actuelle. Notre adresse IP c'est celle-ci, c'est 174.128. Alors déjà truc rigolo, si j'actualise, notre règle est encore valide, donc du coup on a DuckDuckGo et donc du coup Tor qui fonctionne, mais si je lance Firefox ou Google Chrome, et que je décide de lancer quoi que ce soit, et bien du coup les deux vont totalement planter, ne fonctionneront pas. Pourquoi? Parce qu'il ne passe pas par le port du coup 443 qui est utilisé par Tor, et donc par conséquent, en fait, il ne trouve pas de connexion, ce qui fait que oui, on est connecté à Internet, mais uniquement par Tor, avec un accès finalement qui est restreint. Donc regardons un petit peu ce qu'il en est avec nos différentes informations qui sont ici. Alors on va commencer par regarder la partie source, puisqu'après après tout, vous de votre côté, l'objectif c'est aussi que vous soyez capable de regarder votre réseau et de voir concrètement ce qui passe par votre réseau pour être sûr que vous l'avez bien sécurisé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on passe par Tor, on passe par ce qu'on appelle des exit nodes. En gros, c'est des nœuds sur Tor qui vont permettre c'est par eux que vont transiter les données. En gros, nous, quand on utilise Tor, on va d'abord commencer par envoyer nos données à une première IP, puis à une deuxième, puis à une troisième, etc., par un réseau en fait de nœuds. On passe notamment par ces deux IP-là aux Pays-Bas. Et ensuite, on va à un moment ou un autre passer par donc ça c'est des nodes, et à un moment ou un autre, on va passer par un node qui va être sortant, et ce node sortant, ici, c'est ce node aux États-Unis, dont l'adresse IP est 174.128, etc. Parfois, on passe par aussi d'autres nodes qui vont derrière, eux, en fait, transférer les données au site internet, et donc en fait, ce node sortant, c'est lui qui va déchiffrer nos informations initiales, qui va le donner au site internet, qui va reprendre les informations du site internet, puis nous les réenvoyer du coup de manière chiffrée. Ce qui fait qu'en fait, ce n'est pas notre IP qui a envoyé nos données au site internet en question, mais c'est l'IP du node, enfin de ce qu'on appelle l'exit node. Si on fait une recherche sur internet, en tapant celle-ci, et qu'on tape 162.255.484.47, et qu'ensuite on tape IP et qu'on met par exemple Tor juste à côté, eh bien on observe que ça fait partie de la liste des nodes d'exit de Tor. Donc ça veut dire que tout ça, en fait, c'est des adresses qui correspondent ni plus ni moins qu'à un nœud sortant du réseau Tor. Donc c'est finalement des sources d'IP qui nous conviennent. Ensuite, on est à 174.128. Alors, si je regarde bien, ah bah tiens, ça tombe exactement avec le nœud par lequel on passe sur notre Tor. Donc, on va pouvoir descendre. C'est-à-dire que tout ce qui est reçu, autrement dit, dont la source est 174.128, est finalement quelque chose qui nous convient puisque c'est quelque chose qui passe par Tor. Ensuite, on a d'autres infos. 192.168.168.1.1, ça c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement des informations qui correspondent à notre réseau, plus précisément à notre Livebox. Et enfin, moi, à ma Livebox. Ici, vous voyez, hop, Livebox, et donc du coup, c'est des informations ici qui correspondent à notre réseau local, donc ça convient. Ici, avec le point 1.31, notre source, c'est tout simplement l'adresse IP en local de mon ordinateur, donc c'est quelque chose qui convient tout à fait, on regardera ensuite les transactions sortantes. Le 216.255. Alors pareil, on va faire une petite recherche pour voir un petit peu ce qu'il en est. Si on tape de nouveau sur internet 216.205, etc., IP Tor, on observe que ça c'est un autre node d'exit de Tor, donc ça correspond du coup aussi à un réseau qui est chiffré. Ensuite, on va continuer du coup maintenant avec cette IP. Alors cette IP, est-ce que c'est une IP? Non, c'est pas une des IP du Pays-Bas, donc pareil, on va regarder si c'est pas une adresse d'un node exit.
Même chose. Donc du coup, on est tranquille avec celle-ci. On descend et là ensuite, on n'a plus que des informations en local qui ne sont pas du tout intéressantes ou qui sont associées à notre routeur, donc OSEF. Maintenant, on va faire la même chose, mais avec la partie destination, pour vérifier que, d'accord, de la source, donc c'était en fait les informations qui étaient rentrantes, voir ce que ça donnait. Maintenant, on va regarder du coup le contraire. 162, on l'a dit tout à l'heure, node exit. 174, c'est quoi? 174, c'est l'IP du coup aux États-Unis de notre tort. On continue, on va descendre, on va regarder s'il n'y en a pas d'autres. 192.168.1.255, donc tout ce qui commence en 192.168, ça associe à notre réseau local, et donc du coup, là-dessus, il n'y a pas de problème. Hop, évidemment, faire en sorte qu'il y ait une clé WPA2 pour que notre Livebox soit sécurisée et faire attention à ça. On peut même, sur certaines, installer un VPN directement. 216.205, on l'a dit, c'est directement un node exit de Tor. Ensuite, on a 216, j'en ai passé quelques-unes, non, c'est bon, 216, 205, 224.0.0.1. Alors, lui, il est un peu particulier, c'est une adresse IP, mais qui ne correspond pas à une adresse IP Internet. C'est une adresse IP qui correspond, en gros, pareil, à notre réseau local pour simplifier, et qui va prendre des informations sur qui est sur notre réseau local, pour derrière l'envoyer à la box, etc. 37.218, pareil, c'est une adresse du coup qui est un node exit, et ensuite broadcast, pareil, c'est des informations qui sont associées à notre box. Autrement dit, juste en venant dans les paramètres du firewall, qui étaient les advanced settings, en bloquant toutes les règles en entrée et en mettant uniquement les règles en sortant sur le port 443, et en faisant attention du coup à notre antivirus pour que derrière il ne vienne pas, c'est le cas par exemple ici du pare-feu et de Kaspersky Security Network, à envoyer des informations vers l'extérieur, on a désormais en fait configuré notre ordinateur pour que les seules informations qui correspondent à en fait, tout simplement, à la recherche, aux recherches internet que nous réalisons, toutes ces informations vont obligatoirement passer par Tor. On l'a vu. S'il y a une IP qui ne correspond pas à un node exit de Tor ou qui ne correspond pas à quelque chose en local que vous avez sur votre réseau, ça veut dire qu'il y a certainement une règle ou une application que vous avez oublié de modifier, en fait, de disable, et donc du coup y faire attention, car si derrière, donc on passe par le port 443, qui est de base, par définition, crypté, et donc du coup on va pas avoir des informations qui vont être lisibles telles quelles, si quelqu'un décide de lire directement ce qui se passe sur notre Livebox, en gros de faire comme moi avec Wireshark, de regarder directement tout ce qui transite par notre Livebox, mais derrière, en l'ouvrant, et bien du coup on passe par Tor, et on a fait en sorte que notre réseau soit finalement sécurisé, et j'irai même plus loin, anonyme. Parce qu'au final, on est dans une situation où tout le trafic qui passe par notre Livebox est un trafic qui est entièrement, d'une part sécurisé, et puis d'autre part, entièrement crypté. Autrement dit, on passe dans un tunnel de communication qui est crypté, et bah, tout simplement par lequel on ne peut pas, ou extrêmement difficilement, pour un gouvernement, pour un attaquant ou autre, bah, du coup, savoir ce qui se passe concrètement dans les transactions ou dans les recherches que nous effectuons. Bien évidemment, faites attention à votre historique, aux cookies, à ce que vous acceptez, disablez le JavaScript sur votre Tor, etc., etc. Bon, bah super. Concrètement, on a donc Tor qui fonctionne. Et puis en parallèle, si je décide de lancer Google Chrome ou n'importe quoi, hop, et ben, ce qu'on observe, c'est que Google Chrome, ça marche pas, alors qu'ici, on arrive sur le site du speed test sans aucun problème. D'ailleurs, petit truc rigolo, c'est que si je vais dans les settings, enfin rigolo, c'est une manière de parler, on voit qu'on est connecté au réseau Tor, et je crois que voilà, si je mets test sur l'internet, il le met offline. Or, vous observez qu'en fait, on n'est pas du tout en offline, puisqu'on peut très facilement derrière accéder, faire nos recherches internet sans problème. Alors oui, Tor est un petit peu long pour pouvoir effectuer cela, mais ça c'est tout à fait normal. Bon bah voilà. Concrètement, quelle était l'idée là, dans tout ça? L'idée était tout simplement en fait de permettre lorsqu'on a configuré de cette manière-là notre ordinateur, bah, faire en sorte qu'on n'ait pas des applications qui à la base certes ne sont pas malveillantes, mais qui à la base vont communiquer sur le réseau et peut-être transférer des informations sans passer par Tor ou de manière chiffrée, et puis en parallèle, avoir nos applications, celles qu'on souhaite, comme c'est le cas par exemple avec notre Bitcoin Core, donc le Bitcoin, si on l'a bien configuré,
dans les paramètres en passant par cette particularité-là et en passant du coup avec un petit SOC 5 mais ça, enfin bref, vous regardez dans la vidéo que j'avais postée il y a quelques semaines sur laquelle justement je disais qu'il était essentiel d'avoir son nœud Bitcoin. Pareil en parallèle, l'importance d'avoir Electrum bien configuré en ayant, si on utilise Electrum, dans les propriétés en ne se connectant qu'à un seul nœud et directement avec les informations avec en fait un tunnel de communication en interne entre notre nœud Bitcoin et notre Electrum, sans quoi derrière, oui, ok, notre Bitcoin Core se connecte en Onion, dont via Tor, qui fonctionne, hein, qui fonctionne. Là, notre Tor fonctionne, hein, si je refais ma recherche, super, c'est génial, et donc du coup ça va fonctionner, pourtant Chrome et tout ne fonctionne pas, parce que du coup on a désactivé ça dans notre firewall, mais en parallèle, faire attention parce que notre Electrum, s'il n'est pas connecté uniquement à notre nœud, il va leaker notre master public key, donc des informations. En parallèle, ici, on peut venir rajouter des informations. Donc moi, de toute façon, ces données-là, c'est des données que je vais dégager parce que là, je vais reconfigurer tout ça au propre maintenant que j'ai bien bossé sur un autre PC et donc du coup on aura notre Electrum qui sera sécurisé, qui passera du coup au travers de notre Electrum Personal Server. D'ailleurs je vais vous faire la petite démonstration si vous voulez voir et être sûr que finalement ça fonctionne. Hop, je vais prendre Config.ini, c'est un wallet de test, hein, donc on s'en fiche de ce qu'il va afficher. Hop, et voilà, synchronisé avec la même pool, super. Et là ici ça va passer en bleu parce qu'on va, ça y est, ça va se connecter directement à Tor, nickel, ça y est. On a ici notre Electrum qui est synchronisé, qui passe par Tor. Hop, si je clique dessus, on voit bien qu'on est connecté à Tor, connecté à un nœud. Ce nœud, c'est quoi? C'est le nœud qui est associé à cette adresse IP locale, qui est ce nœud ici, qui est bien connecté en Onion. Et si je décide de reprendre mon Wireshark et de resniffer tout ce qui se passe sur le réseau, on verra que toutes les communications sont être exclusivement des communications qui passent par Tor, par des relais. Si je regarde ces différentes sources, par exemple, ici les sources en 192.168, c'est les nôtres. Celles en 194, etc., c'est celles aux États-Unis, donc c'est du coup Tor. Si je descends un petit peu, on va avoir du 217.182, on l'a déjà dit. Alors ça c'est pareil, on fait la recherche, c'est un node exit de Tor, en l'occurrence plus précisément, je crois que c'est un qui est utilisé par Bitcoin Core, enfin un parmi tant d'autres. 217.79, celle-là j'ai pas encore fait la recherche, mais on va faire la recherche directement et on va voir. Hop, pareil, si on tape 217.179, donc en bref l'IP, espace IP, espace Tor, on voit que ça fait partie de la liste des exit nodes de Tor, on descend, et puis on voit qu'en fait on a tout fait. On pourrait faire la même chose dans destination, hein. Il y a toute une partie qui est en 192.168 qui correspond du coup finalement à notre PC, donc en fait en local. Ici pareil, c'est un exit node, et puis on peut s'amuser à faire tout ça, à vérifier qu'effectivement il n'y a pas de problème, mais finalement vous vous rendez compte que désormais, nous avons une configuration qui fonctionne parfaitement avec notre Electrum Personal Server et notre Bitcoin Core, qui en fait est parfaitement fonctionnel et qui en plus de ça, qui ne va passer directement que par le port 443 qui est sécurisé et que par le réseau Tor. Voilà un petit peu ce qu'il en était. Évidemment, ce wallet était un wallet de test. Ça sert à rien d'aller derrière chercher un peu plus d'informations à ce sujet. Ce n'est pas quelque chose qui est utilisé de la même manière que pour les informations du SOC 5. Et puis, voilà. Maintenant, on a un ordinateur qui est connecté à notre réseau en local, mais qui concrètement est en fait non pas invisible parce que c'est pas vrai, mais dont les données sont totalement sont dans un tunnel de communication crypté, chiffré, et en fait les seules données qui traversent ce tunnel sont des données qui passent par Tor et donc qui sont anonymisées. Alors que si on avait par exemple Google Chrome qui tournait en parallèle, et ben si par exemple je vais décider de rechercher ici, et puis je vais terminer là-dessus. Hop, je vais rechercher les données de mon firewall, retourner dans les paramètres avancés. Dans les outbound rules, je vais décider par exemple, je vais faire un truc très con, je vais tout ajouter. Alors je vais juste devoir retirer les règles ici, block all que j'avais fait parce que j'ai fait un certain nombre de tests ces dernières semaines pour justement voir comment tout fonctionnait. D'ailleurs c'est drôle, parce qu'avant on n'avait pas de réseau et puis maintenant on a un accès internet. Bref, je vais laisser comme ça. On a toujours notre nœud qui va fonctionner là-dessus, ça va pas être un problème. Vous voyez qu'il est en train de se reconnecter
connecter en oignon. Si je décide de fermer Tor, puis ensuite de le relancer, bon, on va voir que Tor va se connecter sans aucun problème à notre réseau. Sauf que désormais, comme j'ai tout ajouté, bah, si j'essaye de me connecter désormais à notre, du coup, à Firefox, ou j'essaye de me connecter en parallèle à Google, eh bien, on voit maintenant que ce qui se passe, c'est que tout est autorisé, et donc par conséquent, si je décide de faire si je décide par exemple sur Tor de faire rechercher mon IP, ou bien de taper mon IP, et si je décide par exemple sur App ici de faire la même chose, de taper mon IP, eh bien ce qui va se passer, c'est que sur Tor, on va observer que l'IP qui va être affiché va être l'IP du coup aux États-Unis qui est ici. Hop. Alors d'ailleurs c'est drôle, il affiche une autre IP. Pourquoi 185? Il a changé. Hop. Ah oui, non, ce site, mon IP, je suis pas très fan, hein. D'ailleurs, il affiche souvent une IP qui est pas forcément ouf. Tiens, mon IP. Ok, 193. Ah bah d'ailleurs, voilà. Là, il prend que l'adresse ici qui est en Russie. Bon, c'est étonnant. Je pensais qu'il allait prendre celle aux États-Unis. Mais visiblement, en fait, je dois le dire dans le mauvais sens. La dernière IP, c'est l'adresse de Russie et pas l'adresse des États-Unis. Donc, effectivement, c'est normal, en fait, que ce soit cette IP qui est affichée. Alors que si je décide d'aller sur le site Mon IPIS, c'est qu'on observe ici que l'IP qui est affichée est une IP qui est totalement différente, qui commence par 90, qui correspond visiblement effectivement à mon IP, et on voit que c'est pas la même. Autrement dit, là maintenant tout de suite, en ayant Google Chrome et en même temps en parallèle Tor, et bien du coup on peut avoir quelqu'un qui essaye de regarder le trafic qui se passe sur notre box, qui va voir pour le même PC des informations qui vont sortir du coup de l'adresse IP de ce PC, donc de 192.168.1.31, puisque c'est l'adresse IP sur mon propre réseau de ce PC-là. Et donc on va voir qu'il va y avoir des infos qui vont en fait partir et être associées directement à une IP en 217, puisque c'est l'adresse d'envoi, et donc du coup celle de réception 193. Et puis en parallèle, des informations qui vont partir du même PC avec ça. Autrement dit, il y aura des informations qui seront cryptées, qui passeront par Tor, avec finalement en gros ces IP-là, et puis derrière, qui ne seront pas cryptés, qui seront, du coup, qui passeront directement là-dessus, et en fait, très facilement, c'est peut-être un euphémisme, mais facilement, on peut réussir à lier les deux, savoir que là, ça passe par Tor, on a des informations sur la personne, et derrière, on peut la retrouver son nom, etc., etc. Donc très important d'y faire attention, et c'est pour ça vraiment que j'ai pris beaucoup de temps ces derniers jours à travailler là-dessus, de telle manière à ce que je puisse vous proposer finalement une vidéo qui est peut-être effectivement un peu technique, mais qui permet de vous expliquer en gros ce sur quoi il faut faire attention. Alors après, juste une dernière chose, et puis je vais m'arrêter là-dessus, je ne suis pas un expert. C'est-à-dire que moi, mon objectif était de vous présenter quelque chose qui est fonctionnel sous Windows, parce que c'est l'immense majorité des gens vont utiliser Windows et pas Linux. Et donc, par conséquent, Windows, il y a déjà, par définition, même si on essaye de bien configurer, peut-être et certainement des failles qui sont volontairement ancrées initialement, en fait, finalement, des, des- ouais, en fait, on pourrait dire des backdoors pour des organisations gouvernementales ou des choses comme ça. Et donc, par conséquent, oui, effectivement, il y a peut-être moyen derrière de ne pas avoir un système qui est parfaitement sécurisé. Il existe des systèmes sous Linux qui le sont beaucoup plus que Windows, où tout le trafic ne passe que par Tor. Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle Wonix, W-H-O-N-I-X, qui est en fait une distribution Linux dont l'objectif est vraiment l'anonymat, la sécurité, en passant uniquement par le réseau Tor. Il en existe plusieurs autres. C'est un sujet qui est finalement assez peu décrit, mais qui est quand même toutefois hyper importante, notamment si derrière on veut être totalement décorrélé des informations associées à nos wallets, à notre identité, hein, et donc du coup c'est pour ça que je fais cette vidéo. Voilà, eh bien j'espère que ça vous a intéressé, et puis sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.